Bienvenue à tous. Nous avons aujourd'hui un webinaire pour présenter notre rapport sur la valeur des terres agricoles, un rapport qui a été dévoilé lundi dernier, il y a une semaine maintenant. C'est un exercice annuel de la part de Financement Agricole Canada. Nous fournissons de l'information sur ce qui se passe dans le monde des terres agricoles et ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est donner aussi une analyse des perspectives à venir aussi. Pour vous donner le plan de ma présentation, il y aura trois parties. Tout d'abord, nous allons examiner de façon détaillée les résultats du rapport Financement Agricole Canada 2014, un rapport qui a été diffusé en 2015, mais qui aborde l'ensemble de l'année 2014. Alors, nous allons faire ça province par province. Nous allons ensuite nous pencher sur les déterminants de la valeur des terres. Et ensuite, je vais vous donner quelques perspectives de ce à quoi on peut s'attendre pour 2015 et les années à venir. Voilà donc les résultats sur une vingtaine d'années. Vous avez bien sûr tout à fait à droite 2014 avec l'augmentation moyenne au niveau national, 14,3% l'an dernier. Et c'est là le niveau d'augmentation le plus faible qu'on ait vu en 4 ans. Il faut remonter à 2010 pour trouver une aussi faible augmentation. Le marché semble donc être en ralentissement et je le souligne, quand je parle de ralentissement, en fait, il s'agit de valeurs de terres agricoles qui continuent à augmenter, oui, mais à un rythme plus lent. On continue à avoir une augmentation de la valeur, c'est simplement le rythme de la valeur qu'on voyait au niveau national auparavant est inférieur à ce qu'on a constaté depuis 3 ans. Bon, une moyenne, c'est une moyenne et ça dit une partie de la réalité, mais la réalité varie beaucoup d'une province à l'autre. Si j'examine de façon détaillée les 10 provinces, et commençons ici par le Canada du centre, une partie des prairies, puisqu'on parle du Manitoba aussi, on a une augmentation de 15% environ au Québec, de l'ordre de 12%, un tout petit peu plus que 12% en Ontario et au Manitoba. Et on voit pour les 3 provinces, peut-être que le Manitoba fait un peu exception, mais pour les 3 provinces, on voit l'augmentation de la valeur des terres agricoles qui se poursuit depuis longtemps, mais particulièrement depuis 2012, on voit un ralentissement de cette augmentation. Et ce que je veux souligner immédiatement, c'est que quand on parle d'une augmentation moyenne au niveau provincial, une des choses qu'on ne veut pas conclure, c'est que la valeur des terres agricoles ont augmenté partout dans la province. Ça, ce serait une erreur que de voir la moyenne pour l'Ontario. Et l'Ontario est un bon exemple. Si on regarde la moyenne d'augmentation en 2014, 12,4% pour l'Ontario, ce serait une erreur de s'imaginer que l'ensemble des terres agricoles partout en Ontario ont connu une telle augmentation. Si on examine le sud-ouest de l'Ontario, en 2014, je dirais que la valeur des terres agricoles était assez stable avec de légères augmentations peut-être, alors que le gros de l'augmentation en 2014 était dans le nord-est de la province. En moyenne, ça donne 12,4% pour 2014 pour les valeurs des terres agricoles comme augmentation pour l'Ontario, mais il y a eu du rattrapage dans l'est de la province plutôt que dans le sud-ouest de la province où les prix sont restés assez stables en 2014, alors qu'en 2012-2013, on avait connu d'assez nettes augmentations. Alors encore une fois, je répète, une moyenne, c'est une moyenne, ça indique la tendance générale du marché, mais nous avons des distinctions assez marquées d'un endroit à l'autre dans la province, entre les provinces et au sein des provinces aussi. Je vais parler de quelques-uns des moteurs un peu plus tard, alors parlons plutôt des résultats ici. Si je parle des prairies et de la Colombie-Britannique, maintenant vous voyez des hausses assez importantes en Saskatchewan, de l'ordre de 18%. Ça, c'est la plus nette augmentation que nous ayons constatée dans les 10 provinces en 2014. L'Alberta, 8,8% en 2014.
Et la Colombie-Britannique, on voit une augmentation de l'ordre de 4%. C'est assez intéressant dans ce sens que depuis bon nombre d'années, on avait connu de nettes augmentations dans le début des années 2000 en Colombie-Britannique, mais on avait vu en 2009 et même 2008, jusqu'en 2012, des valeurs qui n'augmentaient vraiment pas beaucoup, une légère augmentation en 2013 et puis encore une légère augmentation en 2014. Mais la Colombie-Britannique, c'est encore un bon exemple. On ne va pas conclure que cette augmentation moyenne pour l'ensemble de la province s'applique partout dans la province. L'augmentation qu'on voit à l'écran est due surtout à la région du nord-ouest de la province, la région de la rivière Peace River. Si on parle des alentours de Vancouver, de l'île, même le centre de la Colombie-Britannique, le marché là des valeurs des terres agricoles est assez stable. Parlons maintenant de l'est du pays et une des choses que je viens de constater ce matin quand je préparais ma présentation, cette diapositive induit peut-être un peu en erreur par rapport à d'autres parce que j'ai changé l'échelle dont je me sers pour afficher les résultats. Donc n'oubliez pas ça. Vous voyez des barres verticales qui sont presque aussi larges, presque aussi grandes que dans les diapositives précédentes, mais on a changé d'échelle. En moyenne, augmentation de la valeur des terres agricoles que nous déclarons dans la région de l'Atlantique était inférieure au reste du pays, surtout si on compare au centre du Canada et aux prairies. Mais néanmoins, alors un marché de terres agricoles assez petit dans 3 des provinces, Terre-Neuve, on a vu des baisses depuis 4 ans, Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, une demande assez forte de terres agricoles. Le marché des pommes de terre, les producteurs ont augmenté la demande de terres agricoles et c'est ce qui explique ces augmentations qu'on voit à l'écran. Dans l'ensemble, et l'Atlantique fait peut-être un peu l'exception, mais les augmentations province par province sont des augmentations qui vont en ralentissant par rapport au niveau qu'on a pu voir en 2012-2013. Cependant, on continue à voir des augmentations des valeurs agricoles assez importantes. Dans bien des provinces, on parle des augmentations de plus de 10%. Alors, étant donné ces résultats, je pense qu'il est bon de se pencher sur les déterminants de la valeur des terres que nous vous indiquons. Et habituellement, quand on parle d'un actif à la ferme ou tout autre actif financier, ou même un produit, en fin de compte, c'est toujours une question d'offre et de demande. Et quand il s'agit de terres agricoles, je dirais que les recettes à la ferme et les taux d'intérêt sont encore les 2 grands déterminants de la valeur des terres. Et je vais présenter ça de façon détaillée au-delà des taux d'intérêt, mais parlons de ce qui peut avoir des répercussions sur la valeur des terres agricoles plus tard. Pour l'instant, je vais m'en tenir aux recettes à la ferme parce que je pense que c'est un des grands moteurs. Et certains d'entre vous vous posez peut-être la question dans cette image, si je me sers d'une pointe vers le bas pour offre, pourquoi cette flèche vers le bas? Ça signifie pas que l'offre de terres agricoles va en diminuant, mais cette offre est limitée. Si on regarde les terres qui sont disponibles sur le marché, c'est relativement limité. En partie à cause des taux d'intérêt, avec de faibles taux d'intérêt sur le marché en ce moment, les vendeurs potentiels conservent leurs terres et l'offre potentielle est limitée. Parce que si on a une offre limitée et une demande qui va en augmentant, on a eu de bonnes recettes à la ferme en 2014 et des taux d'intérêt qui sont restés faibles tout au long de l'année, ce qui signifie qu'on peut compter une augmentation de la demande. Si on va dans le détail, l'économie, je parle d'une économie chancelante dans l'ensemble. Le gouverneur de la Banque du Canada a parlé d'une situation atroce quand il parlait du premier trimestre de cette année de 2015. Au bout du compte, depuis qu'on a commencé à voir la baisse du prix du pétrole depuis l'été 2014, notre économie est en ralentissement. Et à cause de cela, les taux d'intérêt ont encore baissé.
Je vais vous donner des perspectives pour les taux d'intérêt dans quelques instants, mais c'est la raison pour laquelle ils sont restés faibles à cause de cette faiblesse de l'économie canadienne. Revenons à cette diapositive précédente. J'ai parlé du prix du pétrole qui a commencé à baisser au mois d'août et ça ralentit l'économie du Canada parce que ça réduit les investissements des entreprises et les consommateurs ont profité beaucoup dans les années précédentes de cet espace, mais on ne peut pas demander aux consommateurs canadiens d'en faire plus que ce qu'ils faisaient dans les dernières années. Avec la proportion d'endettement élevée par rapport aux revenus des consommateurs, c'est très difficile d'imaginer que les consommateurs compensent pour cette situation de la faiblesse du prix du pétrole. Donc, les dépenses des consommateurs sont limitées, moins d'investissement des entreprises, c'est sur les exportations que l'on compte pour la croissance dans l'économie du Canada. Les prochains mois seront difficiles. Nous n'avons pas encore de résultats pour les 3 premiers mois de cette année, mais je m'attends à ce que quand nous verrons les chiffres pour le PIB, produit intérieur brut, ce sera très faible, peut-être zéro, peut-être même légèrement dans le négatif. Et c'est ce qui signifie que les taux d'intérêt restent bas. Les autres déterminant les prix des cultures. En moyenne, les prix des cultures ont baissé. On voit une augmentation légère du soja, donc baisse par rapport au niveau de début 2014, ainsi que si on revient un petit peu plus loin en arrière, 2012-2013. Cependant, on est tout de même à un niveau qui est supérieur à la moyenne historique. Il faut remonter jusqu'en 2006, on remonte que jusqu'en 2006 dans ce tableau, mais si vous allez jusque dans les années 90, vous verrez que les prix que nous avons en ce moment sur le marché sont tout de même plus élevés que ce qu'on avait en moyenne à l'époque. Alors, si vous regardez les recettes à la ferme, en gros, ce sont les prix, mais c'est aussi la production ou les mises en marché. Et cette deuxième partie, c'est ce que j'essaie d'illustrer ici sur le tableau. Nous avions des prix qui étaient plus faibles en moyenne, mais si on regarde les mises en marché en tout, on a vu des mises en marché très fortes en 2014. En partie, et là j'ai encerclé le canola comme exemple, mais en fait ça s'applique au maïs et au blé aussi. Si on regarde la production de canola en 2014 par rapport à 2013, 2013 c'était une année record, on a eu des rendements exceptionnels, une production exceptionnelle en 2013 partout au pays, surtout dans les prairies. Et vous voyez que cette production est à la baisse en 2014 par rapport à 2013 de 13% environ. Cependant, certains des grains oléagineux qui avaient connu une baisse qui avaient été produits en 2013 ont été mis en marché en 2014 à cause de ces retards dans les mises en marché qu'on avait eu. Ça avait en partie rapport à des problèmes de transport. Alors, on a fini par avoir des prix légèrement inférieurs en 2014, mais un volume qui était plus élevé. Alors, la production était moins élevée, mais les mises en marché, on a eu une très bonne année pour les mises en marché. Et si on examine à plus long terme la situation, et ici c'est le deuxième cercle que vous voyez en plus bas dans la diapositive, si on compare 2014 par rapport à la moyenne de 2008 à 2012, donc j'élimine cette très belle année que nous avons eue en 2013, et on compare 2014 à la moyenne pour 2008 à 2012, on a en fait en 2014 une assez bonne année, 16% plus élevée que la moyenne. Pour le canola, le maïs c'est à peu près pareil, le soja c'était nettement plus élevé et pour le blé aussi c'était plus élevé, 11,5%. Donc de bonnes recettes à la ferme à cause de prix tout à fait décents ainsi qu'un volume élevé. Les terres agricoles, je pense que tout le monde le sait bien, les terres agricoles, c'est un marché qui est local. Alors on vous donne des moyennes au niveau provincial, mais il faut aussi bien comprendre la dynamique des différents secteurs et les répercussions que ça peut avoir sur le marché des terres agricoles. Et les répercussions varient d'un endroit à l'autre, d'un secteur à l'autre, même au sein d'une province. Alors, les producteurs dans la gestion de l'offre, certains producteurs ont continué à étendre leur exploitation, à
commencer à se lancer dans des productions autres que le secteur laitier et la volaille. Et ça a des répercussions sur les marchés, surtout dans les provinces où on voit une plus grande proportion de gestion de l'offre. Là, je songe à l'Ontario, au Québec, dans ce cas-ci. Le bétail, la plupart d'entre vous le savez, c'est un marché qui a été exceptionnel, un rendement exceptionnel l'an dernier dans certains cas. Ça a encouragé certains producteurs à acheter plus de terres et ça aide à augmenter encore le prix des terres agricoles. Il y a eu de la sécheresse, des inondations plutôt en 2014, mais une des choses que j'essaie de faire ici, et c'est l'image au milieu de votre écran, au Manitoba, on a eu beaucoup d'humidité, on a eu des rendements plutôt moyens, mais ces conditions n'ont pas eu de répercussions très néfastes sur le marché des terres agricoles. Les producteurs pouvaient et étaient prêts à fermer les yeux sur certains de ces problèmes météorologiques qui se posent depuis quelques années. Ça n'a pas ralenti le marché pour la valeur moyenne des terres agricoles qui a augmenté dans la province du Manitoba où on a eu ces inondations par exemple. J'ai parlé brièvement quand je présentais les résultats, j'ai parlé de la force du marché de la pomme de terre dans la région de l'Est du pays. On peut parler aussi des acheteurs qui ont un profil en fait d'investisseurs. Ce sont des acheteurs non traditionnels de terres agricoles qui ont peut-être eu une incidence dans certaines régions où une grande superficie pouvait être visée par certaines transactions et à ce moment-là, ça peut augmenter la valeur des terres agricoles dans certaines régions données dans les provinces. Mais dans l'ensemble, je dirais que la plus grande proportion des transactions que nous avons pu analysées au fin de ce rapport sont des transactions qui se transigeaient entre des producteurs à la fois comme vendeurs et comme acheteurs. La plupart des acheteurs sont des producteurs, mais comme je l'ai dit, dans certains endroits au pays, dans certaines provinces, quand on a une grande superficie visée par une transaction avec des acheteurs non traditionnels, ça peut servir à rehausser l'ensemble des valeurs des terres agricoles pour la région en question. Bon, alors je veux aussi prévoir un peu de temps pour vos questions à la fin. Je me lance donc directement dans cette partie sur les perspectives. Et j'aimerais bien, et c'est sans doute la partie la plus intéressante dans cette présentation, c'est une chose de parler de ce qui va se passer sur le marché, mais ce qui s'est passé sur le marché, mais qu'est-ce qui s'en vient? J'aimerais bien avoir une boule de cristal. Il n'y en a pas de cachet dans mon bureau, malheureusement. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce que nous, en tant qu'institution financière, ce que nous percevons pour le marché des terres agricoles. N'oublions pas, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans les prochaines années, mais je veux vous donner une petite idée des tendances, de l'information et des données sur lesquelles nous nous penchons quand nous songeons à la valeur des terres agricoles. Alors, je l'ai mentionné, le premier trimestre les 3 premiers mois de cette année, quand il s'agit de l'économie du Canada, ça a été défini comme atroce, c'est ce qu'a dit le gouverneur de la Banque du Canada, et au bout du compte, les taux d'intérêt pourraient encore baisser. Pour vous donner une idée des perspectives pour les taux d'intérêt, pour que vous ayez une petite idée de à quel point c'est difficile tout ça, et même pratiquement inutile d'essayer de prédire ce que seront les taux d'intérêt parce qu'il y a tellement de volatilité. Je vais vous donner un exemple. Si on remonte au 9 décembre, c'était il y a 4 mois à peine, le 9 décembre, là, c'était la manchette du Financial Post. Quand est-ce que on aura enfin une hausse du taux d'intérêt? Alors, le 9 décembre, on parlait encore d'une hausse du taux d'intérêt. N'oublions pas, là, à la mi-janvier, les manchettes ont un peu changé. On parle du fait que les taux d'intérêt vont rester bas pour longtemps. Pas de haut, pas de bas. On reconnaît que le prix du pétrole va avoir une incidence négative sur l'économie du pays. Donc, on devrait s'attendre à ce que les taux restent stables. Et là, tout d'un coup, il y a un revirement le 21 janvier. La Banque du Canada étonne tout le monde avec une baisse de son taux à 0,75%. Alors, réduction de ce taux
Et le même jour, et ça a pris tout le monde de court parce que peu de gens s'y attendaient. Moi, je m'y attendais pas, ça je peux vous le dire. Et le même jour, dès qu'il y a une réduction, on oublie tout ce qui était dit au sujet des taux d'intérêt auparavant. Le même jour, une autre manchette où on dit la Banque du Canada pourra encore avoir à baisser son taux d'intérêt très bientôt. Et oui, on voit la suite la semaine suivante. De nouveau, tout le monde s'attend à ce que la Banque du Canada baisse son taux dans l'annonce qui devait suivre au mois de mars à l'époque. Et puis là, de nouveau, l'inattendu, c'est le 25 février, le gouverneur de la Banque du Canada, dans un discours public, dit, bon, bah, écoutez, ne vous attendez pas à ce que les taux d'intérêt baissent. Ça, c'était au moment de l'annonce du mois de mars. Alors, au mois de mars, les taux d'intérêt restent les mêmes. Puis, il y a encore une autre annonce de nouveau la semaine dernière, le 16 avril, et la manchette à ce moment-là, c'est que la Banque du Canada maintient les taux d'intérêt. Alors, on avait eu une hausse ça baisse, ça hausse, non, pour l'instant, ça reste stable. Alors, pour les taux d'intérêt, c'est difficile à dire. Ce que je crois, pour l'instant, c'est que d'ici la fin de l'année, on pourrait s'attendre à avoir une autre réduction du taux de la part de la Banque du Canada. Parce que si vous regardez le tableau, ici, ce que vous voyez en vert, c'est le taux de la Banque du Canada. Si vous avez un prêt pour votre entreprise qui est à un taux variable, eh bien ce taux variable est sans doute fonction du taux préférentiel et ce taux d'ordinaire est très semblable à la ligne verte, donc autour de 2,85 en ce moment. Pour compliquer la donne un petit peu, quand la Banque du Canada a baissé la ligne verte, c'est-à-dire le taux d'un jour, habituellement le taux préférentiel baisse aussi, mais là en janvier, qu'est-ce qui s'est produit? Tout le monde a été pris de court, ça a pris un peu de temps pour que les banques s'ajustent et les banques n'ont pas emboîté le pas tout à fait par rapport à cette réduction de la Banque du Canada. Donc, au bout du compte, moi je m'attends toujours à ce que la Banque du Canada ait à réduire le taux d'intérêt de nouveau d'ici la fin de l'année, ce sera l'été. Et je dois dire que si on regarde les probabilités que la Banque du Canada le fasse, je dirais que c'est 50-50. C'est difficile à dire. Rien n'est très clair quant à ce que décidera de faire la Banque du Canada. Ça dépendra en grande partie de la façon dont se comporte l'économie du Canada, comment on réagit d'ici à la fin de l'été, quelles sont les perspectives pour l'économie à ce moment-là. Si l'économie a encore du mal à se tirer d'affaire, peut-être qu'il y aura encore une réduction des taux d'intérêt de la part de la Banque du Canada. On ne sait pas exactement ce qui va advenir de cette ligne verte. Par contre, ce que je peux vous souligner, et ma présentation vous a induit un peu en erreur parce que j'ai pris 6-7 diapositives en parlant des manchettes de la Banque du Canada et ses décisions. 6 ou 7 diapositives pour en discuter, mais moi je dirais qu'en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est non seulement se concentrer sur la Banque du Canada, mais aussi le marché des obligations. Pensez à ces produits hypothécaires avec un taux fixe sur 5 ans. Ce taux-là fixe, il est déterminé en partie par la Banque du Canada, mais aussi en partie par le marché des obligations. Et c'est ce que j'essaie d'illustrer ici avec la ligne qui est en bleu. L'écart entre ce que j'appelle le taux de financement à court terme, qui est la ligne en vert, et à plus long terme, ce qui est la ligne bleue. Et cet écart-là est aussi étroit que ce qu'on a vu auparavant. Donc, si vous attendez, vous avez une entreprise et vous attendez pour prendre vos décisions quant à votre structure financière, je dirais que c'est sans doute le meilleur moment pour l'envisager. Il n'y a pas moyen de savoir quand cette ligne bleue va augmenter. Elle pourrait même baisser encore au début de 2015 et quand l'été débutera. Mais il y a aussi cette possibilité que la ligne bleue augmente et ça dépend de divers facteurs. Les États-Unis, ce que fait la Federal Reserve là-bas, leur propre banque centrale aux États-Unis, par rapport au taux d'intérêt, il se peut qu'avec le choc pétrolier, qu'on ait passé le pire de la situation dans les 3 premiers mois de cette année, que les 3 mois suivants, avril à juin, ce ne soit pas tout à fait aussi pire. Donc cette ligne bleue
Il n'y a pas de façon idéale de prédire ce qui va en advenir, mais cet écart entre le taux à long terme et le taux à court terme est à son plus petit. Je le souligne de nouveau, et donc ce serait peut-être le bon moment pour déplacer une partie de votre dette dans votre entreprise. Et c'est ce qui s'est fait par le passé. Je soulève cette possibilité, et encore une fois, c'est toujours du cas par cas, on le sait bien. Mais néanmoins, je pense que c'est logique de se pencher sur cette possibilité. Alors ici, il s'agit des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt resteront faibles. Je ne m'attends pas à ce que la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt avant au moins 2016. Et puis là, Dieu sait ce qui se produira une fois qu'on y sera. En ce qui concerne les recettes à la ferme pour les productions, et c'est le deuxième grand déterminant après la valeur des terres, pour la valeur des terres agricoles. Alors, il y a deux choses à savoir. On voit là les recettes pour le Québec et l'Ontario. Je vous montrerai les prairies dans un instant. Et bien que je n'ai pas l'intention de vous montrer la Colombie-Britannique, on va parler surtout ici des céréales et oléagineux, mais je dirais qu'on peut en dire autant pour différentes autres récoltes, les fruits et légumes par exemple. Si on regarde le prix des fruits et légumes avec la sécheresse en Californie et le dollar canadien plus faible, on va connaître des bonnes recettes pour ces provinces qui dépendent un petit peu moins des céréales et oléagineux comme la Colombie-Britannique. Mais revenons à ce que nous avons à l'écran. Nous avons ici le Québec, l'Ontario. Pour les 2015, ce sont des prévisions. Je me sers des prévisions d'agriculture agroalimentaire Canada diffusées, ces perspectives diffusées vers la fin février par Agriculture agroalimentaire Canada. Ce sont leurs perspectives pour les recettes à la ferme. Et pour moi, c'est très logique ce qu'ils ont comme perspective. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Mais si on regarde cela pour l'instant, ce que ça dit, c'est qu'en 2015, on aura des recettes légèrement inférieures à ce qu'on avait en 2004 et en 2014. Et 2014, c'était légèrement plus bas qu'en 2013. Donc, on voit un fléchissement euh, en grande partie à cause de prix plus faibles, peut-être production un peu plus faible aussi, mais ça n'est pas le ciel qui nous tombe sur la tête, loin de là. Je pense que si on veut maintenir les valeurs des terres et des valeurs, il faut maintenir ces recettes qu'on a vues depuis quelques années, depuis 2011. Vous voyez que c'était une tendance à la hausse pendant plusieurs années. Si on peut maintenir des recettes à peu près au niveau de l'an dernier et des années précédentes, je pense qu'on peut bien maintenir la valeur des terres agricoles sur le marché. Ici, c'est le Québec et l'Ontario. On a des prévisions pour les prairies, les trois provinces des prairies, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta aussi. Les résultats sont franchement très semblables. Une légère baisse des recettes à la ferme. Il y a des variations d'une province à l'autre, en gros, à cause de la proportion des différentes récoltes. Mais ça revient un peu au même. Les recettes sont toujours plus élevées que la moyenne depuis X nombre d'années, mais tout de même un peu plus faibles que les 2 années précédentes. Il y a eu des problèmes de récolte pour 2014 pour les récoltes dans les prairies. Je soupçonne que ce qu'on voit là comme prévision, en fait, ça pourrait être un peu inférieur à ce que vous voyez comme prévision. Les prévisions ici ont l'air un peu optimistes à cause de questions de qualité qu'on connaît, mais la grande inconnue ici, c'est la valeur du dollar canadien. Si on regarde certaines de ces prévisions, je reviens à cette diapositive avec les prévisions de la part d'Agriculture agroalimentaire Canada. En gros, eux se fondent sur $1 de 2015 qui sera à peu près de la même valeur qu'en 2014. La valeur moyenne du dollar canadien en 2014, 87 cents US. Il y a de bonnes chances qu'on n'atteigne pas ce niveau moyen en 2015. Je dirais que la moyenne sera autour de 80 cents. Pour ma part, je ne crois pas ces projections qui pensent que le UR pourrait chuter jusqu'à 65 sous. Moi, je dirais 75 à 80 sous, c'est un petit peu plus réaliste en moyenne. Notre UR a été plus fort dernièrement à cause d'autres éléments, entre autres les perspectives aux États-Unis qui ne sont pas tout à fait aussi enthousiasmantes que ce à quoi on s'y attendait, mais on s'attendait à une augmentation des taux d'intérêt très bientôt aux États-Unis.
Mais maintenant, tout le monde commence à dire, ah non, peut-être qu'on va attendre un petit peu avant de songer à augmenter les taux d'intérêt aux États-Unis. On finira peut-être par en arriver là, mais plus tard dans l'année. Et ça a servi à renflouer un peu le dollar canadien, ainsi que le prix du pétrole qui a légèrement augmenté. On ne parle pas là de reprise encore, mais je pense que c'est bon de savoir que ça va dans la bonne direction, lentement mais sûrement. Alors les recettes à la ferme, on peut dire que ça a l'air un peu optimiste peut-être, mais au même moment, moi je me dis que si on examine ce que sera le UR en 2015, je dirais que ces prévisions m'ont pas mal l'air d'être en plein dans le mille, c'est-à-dire légèrement plus faibles en 2015 qu'en 2014. Alors la question que tout le monde se pose maintenant, c'est de savoir, mais qu'en est-il des valeurs des terres agricoles à leur niveau actuel? Est-ce que ces valeurs-là ont du bon sens? Est-ce que les terres sont à leur juste valeur ou sont-elles surévaluées ou sous-évaluées? Alors, je ne sais pas quelle est la juste valeur des terres agricoles, mais ce qu'on peut faire, c'est de se servir de ce qu'on appelle le rapport pour les recettes et les terres. Et quand on travaille dans le monde des finances, on a l'habitude de voir ce qu'on appelle le rendement sur les prix. C'est-à-dire si c'est le prix de l'action par rapport au profit net, c'est ce sur quoi on se penche. Moi, je me penche sur les recettes à la ferme plutôt que sur le revenu net à la ferme. Pourquoi? Parce que notre modèle nous dit que la valeur des terres agricoles en moyenne, si on regarde la moyenne pour la province, sont plus reliées aux recettes qu'aux revenus en argent comptant à la ferme. Cela étant dit, si on examine la possibilité d'acheter des terres agricoles, qu'on envisage la capacité de remboursement de la dette et ce genre de décision, est-ce qu'on doit acheter, est-ce qu'on doit louer, il faut quand même se pencher sur les revenus nets à la ferme. Mais du point de vue du marché, si on regarde l'évaluation du marché, où en sont les prix par rapport à un des grands moteurs de ces prix depuis quelques années, là je me sers des recettes reliées aux récoltes parce que ce lien-là est le lien le plus fort par rapport au prix des terres agricoles. Mais cela étant dit, je le souligne de nouveau, c'est absolument critique si vous envisagez d'acheter des terres agricoles. Il faut bien entendu se pencher sur le revenu net à la ferme, la capacité de remboursement de la dette et s'assurer qu'on pourrait poursuivre même si les taux d'intérêt augmentaient à long terme ou s'il y avait une baisse du revenu net à la ferme, est-ce qu'on pourrait tout de même rembourser cette dette? Mais du point de vue du marché dans son ensemble, ce qu'on voit dans ce rapport-là, c'est que on est pas mal là où était la moyenne depuis 45 ans. Je ne sais pas quelle est la proportion, le rapport idéal. Tout ce que je peux faire, c'est de vous dire ce que c'est depuis 45 ans. Et étant donné la valeur des terres en Saskatchewan en 2006-2007 et la force des recettes des récoltes dans cette province, malgré ces augmentations qu'on a vues dans le prix des terres agricoles en Saskatchewan, on a tout de même un rapport qui est pas mal là où se situe la moyenne depuis des années. C'est absolument dans la normale, c'est absolument attendu de voir ce rapport de la terre agricole par rapport aux recettes à la ferme qui est entendu un peu comme ça. Les économistes disent que les marchés sont en équilibre. Oui, mais l'équilibre, on n'y est jamais en plein dans le mille. Les conditions du marché évoluent constamment. Alors, les marchés sont à la hausse, à la baisse, après différents facteurs, des conditions d'offre et de demande et ainsi de suite. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on ait un rapport qui aille un peu en dents de scie. Mais dans l'idéal, on ne veut pas trop s'éloigner de ce qui est la moyenne à plus long terme. Alors, en Saskatchewan, je dirais que les valeurs reflètent bien la valeur des terres agricoles et aussi les tendances passées du marché. Si on compare cette situation à la situation qui prévaut en Ontario, la situation est tout autre. Le rapport a moins de volatilité et dans les dernières années, ce rapport est à la hausse. Et à la hausse en s'éloignant de la tendance à plus long terme et la moyenne des 40 dernières années. Alors ça, en soi,
c'est une raison de surveiller de plus près les valeurs des terres agricoles. Et pourquoi est-ce que je m'en prends à l'Ontario? Parce que si on pense à l'Ontario, à la Saskatchewan, j'aurais pas le temps de me pencher en détail sur chacune des 10 provinces, mais toutes les autres provinces, mis à part l'Ontario et la Saskatchewan, se trouvent quelque part entre ces deux extrêmes, ces deux cas-là. Et ce que j'ai oublié, avant de revenir à l'Ontario, là, ce que j'avais oublié de mentionner, c'était que tout à fait à droite, la raison pour laquelle cette ligne est plutôt verte et non pas bleue, c'est parce que techniquement, c'est une prévision. On n'a pas de recettes à la ferme pour l'ensemble de l'année 2014. On n'a que les 9 premiers mois. Donc, cette proportion, ce rapport est techniquement une prévision. On sait quelles étaient les valeurs des terres agricoles. On sait comment ça va se présenter en se servant des données de Statistique Canada pour la valeur des terres agricoles. On applique ces résultats qu'on vient de déclarer dans notre rapport sur la valeur des terres agricoles. Je sais ce que c'est que le prix en moyenne, mais je n'ai pas officiellement les recettes à la ferme pour 2014. Je sais que ce qu'on voit dans le rapport, ce sera très proche de la réalité parce qu'il ne manque que 3 mois de données, mais tout de même. Alors, si on revient à ce ratio, ce rapport, le rapport s'éloigne de sa moyenne à plus long terme. Alors, il faut garder l'œil là-dessus. Il y a différentes raisons pour lesquelles ce rapport serait à la hausse et s'éloignerait de la moyenne à plus long terme. Une raison, c'est que cette mesure ne reflète pas les répercussions des taux d'intérêt. Alors, on a des prix à la ferme qui sont à la hausse, comme je l'ai dit, surtout parce que les taux d'intérêt, à cause des taux d'intérêt des recettes à la ferme, on a mesuré ça que par rapport aux recettes à la ferme, on a laissé de côté la question des taux d'intérêt. Or, on sait que les taux d'intérêt sont faibles depuis bon nombre d'années. C'est peut-être pour cette raison qu'on voit cette augmentation de la proportion. Mais c'est aussi fondé sur la croissance à venir. C'est une chose de dire, voici où en est le rapport, le ratio en ce moment, mais c'est autre chose que de dire que sera-t-il dans les années à venir. Et ce qui peut avoir une influence là-dessus, c'est le fait que depuis quelques années, si on peut remonter, disons, jusqu'à 2005, 2006, 2007, on a eu des perspectives de croissance qui étaient différentes pour les terres agricoles en Ontario, d'après ce qu'on peut produire sur ces terres-là. Et ce que je dois aussi dire, c'est ce que vous ne voulez surtout pas faire, c'est comparer ce ratio ici en Ontario au ratio en Saskatchewan, parce que chaque marché a ses particularités. Les facteurs sont différents. Ce qu'on peut produire sur ces terres, ça peut avoir une incidence sur cet actif, les terres agricoles. C'est différent d'une province à l'autre. Alors, ne vous concentrez pas sur ce qu'est le rapport d'une province par rapport à l'autre. Vous devez regarder plutôt quel est le rapport au sein d'une province. Et ce qui est clair, c'est que le rapport est à la hausse et s'éloigne de la moyenne en Ontario. Et on veut garder l'œil là-dessus parce que ce rapport ne devrait pas trop s'éloigner de ce qui est la moyenne depuis bon nombre d'années. Bon, alors je vais m'arrêter là. Quelques propos en conclusion. J'essaie de résumer là très brièvement le fond même de notre rapport sur la valeur des terres agricoles. Il y a 2 mots qui me viennent à l'esprit, prudence et optimisme. Prudence, parce qu'on a vu des augmentations très nettes, dans certains cas à cause du fait aussi que ces valeurs s'éloignent de la moyenne à long terme. Et comme je l'ai dit, et vous trouverez ça sur le blog, sur le site de Financement Agricole Canada, ça donne raison de réfléchir. On veut voir une stabilisation de ce ratio à plus long terme. Et on se fie sur les recettes à la ferme et ce qui s'est passé à ce niveau-là dans les dernières années. Donc, un peu un appel à la prudence, surtout dans certains marchés spécifiques. Il y a, comment dire, on ne peut pas exclure la possibilité que sur certains marchés où on a vu de très nettes augmentations dans les dernières années, où le prix des terres agricoles était déjà élevé au départ, on ne peut faire fi de la possibilité qu'il y ait de légères baisses dans les années à venir. Donc ça va être au cas par cas. Nous, ce que nous faisons dans ce rapport-ci, c'est vous fournir une analyse un peu plus détaillée sur ce qui se passe en moyenne dans la province
Mais quand il s'agit d'un producteur individuel, il faut aussi examiner dans votre région, surtout dans ces régions où on a vu une augmentation très nette dans les dernières années, où les terres agricoles sont déjà à un niveau assez élevé. J'ai vu des valeurs aux États-Unis baisser légèrement dans les dernières années. C'est une raison de plus pour laquelle nous pensons que les marchés devraient se stabiliser et avoir un atterrissage en douceur par rapport à cette très nette augmentation qu'on a vue depuis quelques années. Ces augmentations devraient peu à peu ralentir, surtout si je pense au-delà de 2015. On peut s'attendre à que ce soit de l'ordre de 2 à 4%, donc un peu plus proche du taux d'inflation qui est autour de 2%, et un peu plus proche aussi des gains de productivité à plus long terme qu'on peut espérer. Si on regarde sur 30 années d'activité, pour les céréales et oléagineux particulièrement, le taux de croissance est d'environ 2%, donc les augmentations à venir devraient être plutôt de l'ordre de 2 à 4%, plutôt que ce qu'on a vu dans ces dernières années. Mais je parle aussi d'optimisme. Optimisme pourquoi? Parce que les valeurs des terres agricoles dans la plupart des régions sont rattachées à de bonnes recettes à la ferme. Et tant qu'on peut obtenir ces bonnes recettes à la ferme, comme ce qu'on a vu depuis quelques années, je pense que les valeurs des terres agricoles sont tout à fait accordées à leur valeur au niveau de la production. Je m'arrête là, Brent, parce que si je me rappelle bien, on s'est entendu pour que vous soyez le modérateur de la période de questions-réponses du webinaire. Je m'en remets donc à vous. Voyons s'il y a des questions. Merci Jean-Philippe. Alors, je surveille les questions au fur et à mesure qu'elles entrent cet après-midi ou ce matin, ça dépend d'où vous êtes dans le pays. Il y avait une question qui est de savoir s'il y aura à un moment donné un risque de déflation et quelles pourraient être les répercussions de la déflation sur la valeur des terres agricoles par rapport à l'inflation. Est-ce qu'on peut se trouver dans une situation où il y aura un risque au niveau du crédit comme ce qu'on a vu en 2008? Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? La question en partie rapport, si je comprends bien, rapport aux perspectives en matière d'inflation au sein du pays. Ce que je crois, c'est que nous allons pouvoir, dans l'ensemble, pour l'ensemble de l'économie, nous allons pouvoir éviter la déflation. Il y aura toujours une inflation limitée à cause de la faiblesse des prix du pétrole et le rythme de l'économie, l'activité économique est assez lente à cause du choc du prix du pétrole. Il va falloir un certain temps pour que les entreprises s'ajustent. Donc, 2015, on pourrait voir que ce ne sera pas une année extraordinaire au niveau de l'activité économique au pays. Cependant, je pense qu'on peut s'attendre à un certain degré d'inflation. On ne va pas revenir à certaines de ces grandes politiques qui s'imposaient en 2008. Quel est le lien avec les terres agricoles? Le lien avec les terres agricoles, c'est vraiment au niveau des taux d'intérêt. Je suis convaincue que quand il s'agit du prix des denrées, je pense qu'on est assez en sécurité. Oui, il y a un certain ralentissement en Chine. Oui, il y a des stocks en inventaire qui vont en augmentant. Oui, c'est un appel à la prudence, c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'on aurait de chute comme on l'a vu pour le pétrole. Pour le pétrole, c'était une question d'offre, ce qui explique le choc. Ça serait différent si c'était les conditions de demande qui avaient chuté. Mais ce que je pense, c'est qu'en ce moment, dans le secteur pétrolier, toute la situation est axée sur l'offre. Et donc, si en agriculture, on se concentre sur la réalité dans ce marché-là, je ne pense pas que le risque soit aussi marqué un risque de déflation. Le prix des denrées demeurera, à mon avis, au-dessus des moyennes historiques. On va arriver à éviter une situation déflationnaire pour l'ensemble de l'économie qui enclencherait une différente politique et tout le reste. Donc les taux d'intérêt resteront faibles, ça c'est assez certain, mais pas nettement plus bas. Peut-être encore une légère baisse du taux de la Banque du Canada, mais dès que tout sera cela
sera conclu, je pense que il va commencer à penser au moment où ils vont commencer à augmenter ces taux d'intérêt. Tout ça pour dire, je ne pense pas que la déflation soit ce qui nous attend. On peut avoir assez de certitude qu'on va arriver à éviter ce genre de situation. Une autre question qui porte, on vous dit qu'il n'y aura sans doute pas de pression à la hausse pour les taux d'intérêt dans les prochains temps, mais jusqu'où est-ce qu'il faut que les taux d'intérêt augmentent avant qu'on voit un ralentissement de la valeur des terres agricoles? Vous aviez pour hypothèse que les recettes à la ferme restent semblables, alors 2 points d'augmentation du taux d'intérêt, est-ce que ça commence à faire fléchir la valeur des terres agricoles? 200 points de base, ça aurait des répercussions, c'est certain, parce que ça augmenterait le taux de la Banque du Canada à 3% et potentiellement ça augmenterait le taux préférentiel qui pourrait atteindre 5%. Et 200 points de base, c'est vraiment le seuil à partir duquel toutes les entreprises se doivent de faire un examen de leur capacité dans leur propre exploitation. Vous faites des différentes études de cas de figure et la façon dont vous pouvez affronter une augmentation des taux d'intérêt. Et ça ne s'en vient pas dans l'immédiat, mais je pense que c'est une bonne chose de vérifier que si les taux d'intérêt augmentaient de temps, de 200 points de base, 2%, je pense que c'est un bon niveau pour faire un examen de la situation de votre exploitation. Et oui, ça aurait des répercussions. Ce qui est critique dans tout ça, c'est le rythme auquel on peut s'attendre à voir une augmentation du taux d'intérêt. Et je pense que dans l'esprit des gens de la Banque du Canada, ils savent bien que s'ils augmentaient les taux d'intérêt, la pire des choses, ce serait de voir une augmentation très brusque des taux d'intérêt. Et surtout, étant donné le niveau d'endettement très élevé des consommateurs. Si vous regardez le marché des terres agricoles, sans doute qu'il y aura une augmentation lentement mais sûrement de la Banque du Canada en petites tranches de 0,25. Ça va ralentir la demande de terres agricoles, ça va niveler un petit peu ces valeurs que nous avons vues depuis quelques années. Comme je l'ai dit, on ne peut pas faire fi du fait que cette valeur de terre pourrait légèrement fléchir. Je ne m'attends pas du tout à une nette baisse des valeurs des terres agricoles, mais on peut voir un léger fléchissement quand les gens se tournent vers l'avenir. Mais je pense que ce qui joue en notre faveur, c'est le fait que les taux d'intérêt, quand ils augmenteront à un rythme modéré. Et ce qu'il faut surveiller, je l'ai mentionné pendant ma présentation, ce qu'il faut surveiller, ce sont les taux d'intérêt à long terme. Même si le rythme de l'augmentation de la Banque du Canada est modéré 2015-2016, ça n'empêche pas que le rythme d'augmentation du marché des obligations soit plus accentué. Et pour les entreprises qui attendent avant de changer leur structure financière, avant d'avoir un taux à plus longue durée, ce genre de choses, ce sont le genre de signaux à surveiller. On ne se limite pas à se concentrer sur la Banque du Canada, il y a d'autres éléments sur le marché, surtout le marché des obligations. Et ça, c'est absolument obligatoire. Et puis aussi faire ce test de la situation de votre exploitation. Examinez ce que ça donnerait si le taux d'intérêt passait à 2% par exemple. Depuis, Jean-Philippe, on a beaucoup parlé là des céréales et oléagineux pour l'élevage. Évidemment, c'est un marché qui chauffe. Est-ce que, surtout avec la sécheresse en Californie, en Oregon, est-ce que ça a une incidence sur la valeur des terres agricoles? Ah, ça oui, absolument. Et tout dépend d'où vous êtes au pays. Sans doute que vous l'avez plus sentir dans certaines régions que dans d'autres. Et je dirais que oui, absolument. La situation de l'élevage est toujours très forte. On est encore assez loin de toute situation où on verrait des répercussions négatives de la part d'une expansion aux États-Unis. Si elle se fait déjà, mais on n'a pas atteint encore le plein régime pour l'expansion au Canada. On est peut-être encore à 1 an de ça. Au niveau plus général, je sais que certains producteurs au sein de l'industrie sont en expansion,
Ils profitent peut-être de l'opportunité en voyant certains producteurs se retirer du secteur. Donc au Canada, dans l'ensemble, on ne voit pas d'expansion de l'élevage, bien que certains producteurs individuellement, eux, soient en augmentation. Et ça va avoir des répercussions sur les valeurs des terres agricoles à l'avenir, mais je pense que c'est un effet qui est secondaire. Il y a certains endroits, dans certaines régions, dans certaines provinces, qui sont plus touchés que d'autres, simplement à cause de la concentration, en fin de compte, de l'élevage. Mais dans l'ensemble, je dirais que la situation est encore assez bonne pour le marché de l'élevage. Une autre question au sujet de certaines zones. Qu'en est-il de l'activité à l'île du Prince-Édouard, les terres de production de pommes de terre? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où la donne est différente des céréales et oléagineux? S'il s'agit de l'île du Prince-Édouard et aussi du Nouveau-Brunswick dans une certaine mesure pour le marché de la pomme de terre, c'est très difficile d'anticiper exactement ce que nous réserve l'avenir. Il y a eu des changements dans ces deux provinces avec un gros transformateur qui a cessé ses activités en 2014, mais ça ne semble pas avoir eu de répercussions sur la valeur des terres agricoles. On s'attend encore à un marché assez fort parce que les perspectives sont assez bonnes, mais c'est très difficile de prédire à plus long terme. Donc, un appel à la prudence là aussi, surtout à cause des très nettes augmentations qu'on a vues depuis quelques années. Alors, il faut vraiment avoir suffisamment d'encaisses, de flux de trésorerie dans l'exploitation. Si on va acheter des terres, il faut s'assurer qu'on va pouvoir rembourser la dette selon différents cas de figure de revenus, de recettes à la ferme et de différents taux d'intérêt aussi. Il y a une question ici avec différents énoncés au sujet de... Bon, quelqu'un nous dit que ce n'est peut-être pas tant une question de taux d'intérêt qu'une question de recettes à la ferme dans les provinces de l'Est, par exemple, la proportion des différentes récoltes avec le soja, plus de maïs. Est-ce que ça fait aussi partie de la donne pour l'évolution de la valeur des terres agricoles? Est-ce que les proportions des différentes récoltes, c'est un motivateur? Oui, absolument. Et dans certaines des prévisions que j'ai présentées, nos propres prévisions, ce que je vous ai présenté comme prévision d'agriculture agroalimentaire Canada, les prévisions pour la superficie, c'est aussi tenu en ligne de compte. Alors la proportion de la superficie qui a changé au Manitoba, par exemple, la proportion, la part de la superficie qui a changé avec le temps et les projections que nous faisons comme quoi ces proportions vont continuer à changer et on tient compte de tout ça quand on examine le prix à venir ou quand on essaie de faire des projections quant au prix à venir des céréales et oléagineux. Tout ça, on en a tenu compte. Et si vous regardez les dernières années, cela se confirme parce que la valeur des différentes productions est reflétée dans la superficie qu'on peut voir pour ces productions dans les prairies. Il y avait une question au sujet des prévisions de valeur de terres agricoles. Quand on a fait ça l'an dernier, vous avez fait vos prévisions. Est-ce que vous étiez près de la marque? Si quelqu'un doit évaluer votre boule de cristal, puis diriez-vous à ce sujet? Et puis aussi la source de ces valeurs des terres agricoles. D'où vous viennent ces valeurs? Est-ce que c'est l'ensemble des ventes ou bien seulement les ventes qui passent par Financement Agricole Canada? Qu'est-ce qui est reflété techniquement dans ce rapport? Bon, écoutez, oui, la question se pose. Pour mes prévisions, je peux vous dire que nous avions prévu un peu en dessous de la réalité. Il y a un an, dans les prévisions, nous avions des augmentations des valeurs des terres agricoles, mais nous nous attendions à une moins grande augmentation que ce que nous avons constaté dans l'ensemble. Province par province, c'était plus bas que la réalité. Je ne sais pas exactement quelle proportion, mais disons 3 ou 4%. Encore une fois, tout varie selon l'endroit où vous êtes. En Saskatchewan, on était peut-être un peu plus loin du compte parce qu'il y a eu ce 18%. Nous, on était de l'ordre de 12 à 13, alors qu'en Ontario, on était probablement en plein dans le mille, en Alberta aussi. Alors en moyenne, on était probablement 3, 4, 5%
en dessous de la réalité qu'on trouve dans le rapport 2004, des valeurs 2014. Première partie de la question. Deuxième partie, source de données. Notre rapport se penche, comment est-ce qu'on s'y prend? D'abord, on a différents points de repère dans les différentes provinces. On examine avec ces points de repère, si tout reste semblable année après année, on fait l'évaluation de ces points de repère en se servant de ventes comparables tout au long de l'année par rapport à ces points de repère. C'est la façon dont Financement Agricole Canada en arrive à ce rapport sur la valeur des terres agricoles. Différents points de repère, dans certaines provinces, on en a plus que dans d'autres, étant donné que l'agriculture représente une plus grande proportion de la province que dans d'autres provinces. On fait donc cette évaluation de ventes comparables et c'est comme ça qu'on en arrive à une augmentation d'une année par rapport à l'autre. Certaines de ces proportions que je vous ai présentées à la toute fin, pour ça, il me faut une valeur moyenne du prix des terres agricoles. Et pour ça, je me sers des données de Statistique Canada que eux déclarent. De quoi est-ce qu'ils se servent comme source pour ça? Ils se servent du recensement pour l'agriculture et ils se servent des résultats de Financement Agricole Canada. Entre les années de recensement, ils se servent de nos résultats pour mettre à jour les valeurs. Donc, je me suis servi de Statistique Canada combiné avec nos résultats. Donc, différentes sources de renseignements et toutes ces sources sont disponibles de façon publique. Quelques questions rapides avant de conclure très près d'1 heure. Alors d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de spéculation dans l'achat de terres? Est-ce qu'il y a certains endroits où ça se fait sentir un peu plus qu'ailleurs et que ces terres ont une valeur supérieure à leur valeur en perspective? Et avez-vous une idée de combien de ces terres sont achetées par le biais de l'endettement plutôt que d'acheter avec un achat en encaisse? Est-ce que il y a une certaine fermeté? Pour revenir à votre question, Brent, non, on n'a pas de données statistiques sur le type d'achat et combien de financement, de quelle façon, purement de l'encaisse, purement de l'actif ou bien endettement, mais au fil du temps, avec la force du secteur agricole, je soupçonne qu'on a vu de plus en plus de ces transactions-là, des transactions qui sont financées avec les actifs nets à la ferme. En ce qui concerne la spéculation, je pense que c'est ce qu'on a constaté et qu'on a indiqué tout au long de l'année. La plupart des transactions que nous avons vues étaient des transactions producteur-producteur, un producteur qui vend à un producteur. On peut faire fi du fait que dans certaines régions où il y a de grandes superficies qui ont été rachetées, peut-être que ça a eu un effet qui était de faire gonfler la valeur des terres agricoles. Mais je pense encore que cette spéculation, dans la mesure où c'est bel et bien de la spéculation, parce qu'au bout du compte, les terres agricoles doivent être exploitées en agriculture et ainsi de suite. Mais je ne pense pas que ce soit là ce qui motive ces augmentations que nous avons pu constater. Je ne pense pas que la spéculation soit au cœur même de ce récit, mais il se peut qu'il y ait certaines régions, certaines zones ou certaines transactions ont eu cet effet inflationnaire simplement à cause de la superficie qui est visée. Alors Jean-Philippe, une dernière question avant de conclure. Y a-t-il des points de comparaison internationaux pour la valeur des terres agricoles? Est-ce que les terres agricoles prennent plus de valeur ici au Canada par rapport à d'autres régions comme l'Australie, la France, le Brésil, où il y a de la production? Est-ce qu'on a dressé des comparaisons internationales? Bon, la comparaison évidente, c'est avec les États-Unis, où on a encore des terres agricoles au Canada qui ont une valeur inférieure aux États-Unis. Aux États-Unis, ça se déplace beaucoup plus rapidement qu'au Canada. Quand ça augmente plus rapidement et avec une plus grande valeur qu'au Canada, mais quand ça baisse plus rapidement aussi. C'est ce qu'on a constaté. Et moi, je préfère notre marché à nous, un marché plus stable, un marché qui évolue peut-être un petit peu moins vite. Dans l'ensemble, nos terres ont tout de même une valeur qui est inférieure à ce qu'elle serait aux États-Unis. Si on compare les valeurs des terres agricoles au Canada, on peut dresser différentes comparaisons, évidemment, parce qu'on peut trouver des données
avec des points de repère ici et là, et on peut trouver que les terres dans l'ensemble ont des prix inférieurs au Canada par rapport à l'Europe, par exemple. Je pense que ce qui compte, c'est toujours de penser aux terres agricoles par rapport à leur valeur de production. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit quand on achète. Et dans l'ensemble, on a encore affaire à une situation où, pour les terres agricoles, on a affaire à des valeurs qui sont conformes aux fondamentaux du marché, mais il faut quand même faire preuve d'une certaine prudence par rapport à ce que réserve l'avenir pour les terres agricoles. Alors, il est à peu près 13 heures. On a une question très très rapide. Est-ce qu'il y aura un site web où on pourrait faire le suivi au fil du temps de l'évolution du prix ou de la valeur des terres agricoles? Est-ce que Financement agricole Canada fait ça ou est-ce qu'on le fait une seule fois par année? Et une autre question, est-ce que vous avez des commentaires en conclusion? Puis on pourra conclure. Alors, merci Brent d'avoir animé cette période de questions-réponses. En ce qui concerne les données, je pense que si vous faites une recherche Google de valeur de terres agricoles en ligne, vous allez arriver à la page de financement agricole où on présente notre rapport. Mais quant à la fréquence des rapports, non, ce ne sont des rapports qu'une seule fois par année, d'ordinaire en début avril. Alors, dans 12 mois encore, restez à l'écoute, branchez-vous et nous vous fournirons les valeurs des terres agricoles 2015.